Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24 et RFI pour Ici l'Europe. Notre invité aujourd'hui est un Belge qui a exercé de hautes fonctions dans son pays, dont ministre des Affaires étrangères, et qui aujourd'hui est en charge du commerce à la Commission européenne. Oui, il revient cette semaine de Chine et d'Inde pour expliquer sur notre plateau pourquoi il compte engager un bras de fer avec ces deux pays pour qu'ils ouvrent leur marché public, tout comme le fait l'Union européenne. Il est aussi au cœur d'une polémique sur le fameux traité ACTA, le traité anti-contrefaçon. Les internautes craignent que ce traité ne joue contre leur liberté d'expression. Karel de Gucht, bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, commençons d'ailleurs par ce fameux traité ACTA, anti-contrefaçon, qui a déclenché des manifestations, beaucoup d'émoi. De nombreux pays, l'Allemagne, la Pologne par exemple, ne souhaitent pas le ratifier. Au sein même de la Commission, il y a eu des dissensions avec votre collègue, par exemple, Viviane Reding. Et vous avez préféré demander à la Cour de justice européenne de trancher. Est-ce que c'est néanmoins un bon traité ? J'ai proposé hier au collège qui m'a suivi de nous adresser à la Cour de justice pour leur demander une opinion. C'est une procédure qui est prévue par le traité de Lisbonne pour voir notamment si vraiment il y a des problèmes avec la protection des droits fondamentaux, le droit à l'information, la protection des données. Je suis très confiant que ce n'est pas le cas, qu'il n'y a aucun problème. Et je dois d'ailleurs vous dire que, et j'ai lu ce matin dans les journaux, qu'il n'y a pas du tout de malentendu entre Mme Reding et moi. Bien au contraire, parce que dans le collège a été le premier défenseur de mes propositions. Donc j'ai lu là dans les Échos, je ne comprends pas du tout pourquoi cette information est arrivée là. Mais de toute façon, elle est fausse. Mais indépendamment de cela, je pense qu'il est très important qu'on demande à la plus haute Cour de l'Union européenne, qui est au sommet de notre système judiciaire, qu'on leur demande, voilà, est-ce que vous êtes d'accord, oui ou non, qu'il n'y a aucun problème avec la protection des droits fondamentaux? Vous savez quelles sont les critiques en ligne de mire, hein, la question du téléchargement. On craint que ce traité ne demande aux fournisseurs d'accès à Internet de jouer un peu les gendarmes, de traquer ceux qui téléchargent. Est-ce que vous pensez que c'est leur rôle ? Mais ce n'est pas du tout prévu dans le traité. Et ce qui m'étonne un peu dans toute la discussion de ce traité depuis quelque temps, c'est qu'on continue à dire des choses qui ne sont pas vraies. Et que j'ai donc argumenté plusieurs fois au Parlement européen. Il y a eu 3 débats, que par exemple, ce que vous venez de dire, hein, donc, la crainte que le contenu serait censuré et qu'il y aurait une responsabilité pour les providers, que cela ne se trouve pas du tout dans ce traité, bien au contraire. Et je ne comprends pas pourquoi on continue. Comment se fait-il qu'il y ait autant de pays européens qui refusent de le ratifier ? Mais c'est très intéressant que vous posiez cette question, parce que le Conseil, où tous les pays membres de l'Union européenne sont représentés, a marqué unanimement son accord sur le traité et a mandaté la Commission européenne de signer cet accord. C'est un accord, ce qu'on appelle mixte. Ça veut dire que ce n'est pas seulement l'Union européenne, mais aussi les pays membres qui sont concernés, notamment pour tout ce qui a à voir avec le secteur pénal, donc les infractions pénales et les remèdes pénaux. Donc, ils ont marqué unanimement leur accord et par après, ils disent on n'est plus d'accord, on ne veut plus le signer parce qu'ils ont été inquiétés par certaines actions. C'est assez drôle, non? Enfin, donc, de nous dire maintenant, enfin, ça ne va plus, puisqu'ils eux-mêmes, ils l'ont donc marqué explicitement. Passons à un autre de vos sujets de prédilection. Vous revenez de Chine, on le disait, hein, et à nouveau, vous protestez contre le protectionnisme de ce grand pays, un pays de plus en plus stratégique pour l'Union européenne dans le cadre de la résolution de la crise de la dette. On écoute tout de suite ce reportage signé Alix Le Bourdon. La chancelière allemande Angela Merkel est venue jusqu'en Chine pour se faire entendre sur l'euro et pour faire la promotion du modèle allemand. L'euro a rendu l'Union européenne plus puissante que jamais. L'Allemagne est un pays exportateur qui a très largement bénéficié de la monnaie unique. Tous les États membres doivent s'engager pour plus de coopération et doivent être plus créatifs que jamais pour mener à bien des politiques économiques pertinentes. Je crois en l'avenir de l'Europe.
Malgré la crise qui touche l'Europe, les échanges commerciaux entre Pékin et Berlin sont en constante augmentation. En 2011, ils ont atteint 132 milliards d'euros, c'est 6 fois plus qu'il y a 10 ans. 5000 entreprises germaniques sont présentes sur le sol chinois, mais seulement 1000 françaises. La Chine fait partie des pays les plus critiqués pour son protectionnisme. Bruxelles prépare une directive européenne qui permettrait de réagir contre les Chinois s'ils continuent de bloquer aux entreprises européennes l'accès au marché public. Accès jusqu'à présent tronqué par des réglementations dissuasives. Il y a un an pourtant, Karel De Gucht, commissaire européen au commerce, se voulait grand défenseur du libre-échange, sans aucune entrave. Dans la plupart des cas, le protectionnisme n'est pas mal intentionné. Il y a naturellement une forte pression sur les politiciens pour prendre de telles mesures, notamment pour protéger par exemple les emplois, c'est évident. Mais il y a quand même l'histoire qui nous enseigne que le protectionnisme n'a pas les résultats que ceux qui l'introduisent voudraient obtenir. Aujourd'hui, contre le protectionnisme chinois, mais aussi indien et même américain, la riposte européenne est en marche. Pour prendre pied sur le vieux continent, il faudra démontrer plus de réciprocité et d'ouverture, sous peine de pénalités et de réflexes protectionnistes européens. Alors justement, on a bien compris que vous vouliez finalement dissuader la Chine de conserver des marchés que vous jugez d'ailleurs très fermés, trop fermés. En mars, vous allez présenter une directive en compagnie de Michel Barnier d'ailleurs, qui va faire du bruit sur ce thème. Est-ce que l'Europe est prête à aller jusqu'à une démarche très affirmée, jusqu'au protectionnisme ? Moi, je suis tout à fait pour le libre-échange, mais ça ne veut pas dire pour autant que je suis naïf. Nos marchés sont très ouverts, les marchés publics les plus ouverts au monde par ailleurs, et je suis d'avis qu'il faut continuer cette politique, mais il faut aussi forcer les autres à ouvrir leur propre marché. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, mais ce n'est pas uniquement la Chine, mais par exemple avec la Chine qui a naturellement des marchés publics très étendus. Donc il y a beaucoup plus étendus que dans nos économies libérales. Et c'est pourquoi j'ai développé ensemble avec Michel Barnier, mon collègue, un outil pour forcer ces pays d'ouvrir leur marché public et s'ils ne sont pas prêts à le faire, qu'on puisse fermer pour ces pays certains secteurs de nos marchés publics. Ça va déclencher une guerre commerciale, c'est ce que vous nous prédisez pour mars, en quelque sorte, non? Avec les Chinois, par exemple. Pardon? Ça risque pas de déclencher une guerre commerciale? Non, il ne faut pas penser que du moment qu'il y a, comment dirais-je, une différence d'idées, qu'on arrive automatiquement dans une guerre commerciale. Il faut éviter ça à tout prix. Une guerre commerciale pourrait nous coûter aussi très cher. Non, on peut regarder cet outil comme quelque chose de protectionniste. Ce n'est pas notre cas. Ce que nous voulons, c'est forcer les autres d'ouvrir les marchés dans la mesure que nous sommes prêts à le faire. Ce que vous appelez la réciprocité. La réciprocité. Parlons aussi de la Chine, que vous essayez de convaincre d'aider la zone euro, notamment de financer le fonds de sauvetage de l'euro. Est-ce qu'il faudra payer le prix fort pour avoir cette aide chinoise ? On pense bien sûr au fameux statut d'économie de marché au sein de l'Organisation mondiale du commerce ou encore au droit de rachat des entreprises européennes couplé avec des transferts technologiques. Moi, je ne veux pas raisonner en termes de quid pro quo. Donc l'idée assez répandue, il faudra faire des concessions aux Chinois pour qu'ils pour qu'ils soient prêts à contribuer à nos fonds de sauvetage. C'est une idée que je dénonce. Je ne pense pas que c'est le bon chemin. De l'autre côté, il est vrai que les Chinois voudraient absolument le statut de marché, d'économie de marché, de market economy status. Et là, on a dit, voilà, on est prêt à regarder cela ensemble avec vous, pourvu que vous êtes aussi prêts à regarder ensemble avec nous les crédits à l'exportation, qui touchent beaucoup à nos marchés, donc qui sont vraiment un danger majeur pour plusieurs de nos industries. C'est ce qu'on appelle process pour process. Donc, les deux procès doivent aller ensemble. Mais les discussions sont engagées. Les discussions sont engagées, mais si la Chine n'est pas prête à faire une démarche
soutenable, durable et de fond sur les crédits à l'exportation, il ne se passera rien non plus sur le statut d'économie de marché. Donc vraiment, ça doit venir des deux côtés et ça, il faudra voir dans les semaines et les mois à venir. Alors, en début de semaine, les 17 membres de la zone euro ont finalement accepté à l'arraché d'accorder une nouvelle tranche d'aide à la Grèce qui en avait bien besoin, 130 milliards d'euros, un plan sans précédent. Pour vous, le pays est pour autant sorti d'affaires? C'est un pays qui a un problème très profond de compétitivité. Je pense que ce deuxième paquet, c'est vraiment un paquet de sauvetage, mais pour que cette économie redémarre, il faudra qu'elle devienne de nouveau compétitive dans un certain nombre de secteurs. Donc on ne sait pas résoudre le problème grec seulement en allégeant leurs dettes. Il faut aussi qu'il y ait une nouvelle croissance dans ce pays. Et ça, c'est un problème qui probablement est encore plus compliqué que celui qu'on vient de résoudre. Et lors de ce dernier sommet, justement, il a été décidé que l'UE contrôle plus les réformes en Grèce. Ça veut dire qu'on ne fait plus confiance à la classe politique grecque, qui a l'air omnibulée par les prochaines élections en avril d'ailleurs. On leur fait encore confiance? C'est une question qui est hautement politique. Et d'un côté, j'ai compréhension pour les difficultés que rencontrent les Grecs, la population grecque. De l'autre côté, vous ne pouvez pas attendre que les pays membres de la zone euro injectent au grand total à peu près 230 milliards d'euros sans qu'il y ait donc des garanties que cet argent soit utilisé pour le but qu'il a été concédé. Donc, mais c'est vrai que c'est un processus politique très sensible. Alors, autre processus politique sensible vis-à-vis de la Hongrie, l'Union européenne menace de geler le fonds de cohésion pour ce pays, soit une aide de 495 millions d'euros. Un pays qui est trop endetté, qui a dépassé les barrières du pacte de stabilité. Est-ce que la méthode du bâton est la bonne pour faire appliquer la rigueur budgétaire? Il faut quand même d'abord dire de quoi exactement il s'agit. Il s'agit de suspendre les versements pour les fonds de cohésion à concurrence de 495 millions d'euros à partir de 2013, donc pas pour les fonds qui sont maintenant donc, en cours, mais à partir de 2013, pourvu qu'entre-temps, ils ne prennent pas de mesures pour diminuer leur déficit. C'est de cela qu'il s'agit. Donc si avant la fin de cette année, la Hongrie prend des mesures pour réduire le déficit, c'est une mesure, donc notre mesure que nous avons décidée, qui ne sera pas mise en place, donc qui ne va pas être effectif. Mais c'est inédit ces sanctions quand même. Pardon ? C'est de l'inédit ces sanctions contre des pays qui ne respectent pas la limite de 3% de déficit. C'est inédit et vous savez que pour les pays qui emploient l'euro, il y a des mesures très précises dans ce qu'on appelle le six-pack. Et c'est la conviction de la Commission européenne qu'il faut aussi des mesures semblables pour les pays qui ne font pas partie de la zone euro, parce que pour ces pays aussi, les déficits excessifs, c'est un danger, pas seulement pour les pays concernés, mais pour toute l'Union européenne. Ceci dit, les fonds de cohésion pour la Hongrie sont beaucoup plus élevés que le montant qui a été mis au frigo. Donc, il s'agit d'à peu près un demi-milliard, tandis que l'aide des fonds de cohésion est beaucoup plus grande. Donc, c'est une partie de ces fonds sur une année. Et encore, ils ont la possibilité d'y remédier d'ici la fin de l'année. Viktor Orban, la dérive autoritaire, vous la craignez également, parce qu'il est l'objet d'autres procédures pour infraction de la Commission sur effectivement sa loi sur la justice et également sur les médias, la protection des données privées. Mais ce sont deux dossiers séparés. Je pense qu'il ne faut pas mêler les deux. Il y a d'un côté un certain nombre de procédures d'infraction. Et bon, s'il n'y a pas une bonne réponse, il faudra que la Commission se pourvoie devant la Cour de justice. Il y a de l'autre côté... Et elle le fera, elle aura le courage, contrat conservateur. Elle le fera. Donc si la Hongrie ne prend pas les mesures requises, la Commission européenne
ira devant la Cour de justice. Elle est d'ailleurs obligée de le faire. Il y a de l'autre côté l'assainissement nécessaire des finances publiques par le gouvernement de M. Orban. On ne veut pas mêler les deux. Merci beaucoup, Karel De Gucht, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous d'avoir été notre invité. Vous restez sur France 24 et sur RFI pour plus d'informations. À très bientôt à tous.